T'as droit à un cunilingus à une tête coupée, t'as droit au chat qui revit, t'as droit au... Enfin, t'as tout, ils font tout le catalogue, c'est très très drôle. Il y a une grande différence entre l'époque où j'ai grandi et aujourd'hui, c'est parce que quand on dit Internet n'existait pas, ça veut dire que pour avoir accès aux images choquantes ou aux images interdites aux enfants, c'était la galère. Il suffisait pas de taper film d'horreur ou Dracula ou zombie. Et donc voilà, les classiques. Mais non, ça j'ai pas vu en vidéoclub. Ça, le Nosferatu de Murnau, c'est un film fondateur pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres films de la Oufa, par rapport aux autres films expressionnistes? C'est que c'est le seul qui est tourné en décor naturel. L'expressionnisme vient uniquement du lieu où on a foutu la caméra. Et ça c'est une leçon pour un dessinateur de bande dessinée qui est formidable. C'est un film qui m'a inspiré pour tous mes récits de vampires. Petit vampire, il vient du Nosferatu de Murnau. J'ai perdu mes parents. Ah bon? Tu les as mis où? Ah, t'es rigolo. Perdu mes parents, c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que c'est pas un vampire avec masque, c'est pas un vampire avec des tonnes de maquillage, c'est ce comédien qui s'appelait Max Schreck, qui avait une présence extraordinaire. Klaus Kinski, dans le remake du Nosferatu, donc dans le Nosferatu de Herzog, il a absolument pas de masque. Celui-là, il a été fait bien avant la guerre, donc il ne savait pas qu'il y aurait le nazisme. Il joue avec ces terreurs-là, il joue avec la haine de l'étranger, qu'on verra aussi dans M le Maudit. Là, ça s'est déjà produit. C'est un film de contemplation, c'est un film de bizarre. Je peux te dire en quelques mots, j'ai un peu honte, mais je peux te dire en quelques mots les films que j'aime pas. Je cherche It Follows, par exemple. Everything's okay. Je peux expliquer en un mot. Le cinéma d'horreur, le cinéma de genre, mais d'ailleurs aussi la bande dessinée, ce sont des lieux qui viennent vraiment de l'énergie primale, qui se sont fait traiter de sous-culture pendant des décennies et des décennies, et qui ont gagné leur lettre de noblesse vraiment par une ambition artistique, par une qualité, par tout ça. Quand des espèces de films à la Sundance se font passer pour des films surnaturels, ça me gave, mais à un niveau, c'est quand tu sens le film calibré pour avoir un prix à Sundance, mais en fait, si t'aimes les films d'horreur, tu vas te faire chier tout le long, parce que t'as compris le principe, ok, elle se fait suivre par un truc, mais tu sais pas ce que c'est, tu verras jamais, c'est bien fait, mais j'en ai rien à foutre. Si, ça m'intéresse juste quand c'est le pneu de notre camarade, alors là, quand c'est Robert, là, je suis content. It Follows, Us, tout ça, moi, j'arrive pas. What are you people? Le cinéma d'horreur moderne, il a ses titres de noblesse quand il n'a pas peur vraiment de nous terrifier, vraiment de nous mettre par terre. Je veux dire, Hereditary, ça c'est un grand film d'horreur. Come on, Peter. Ça c'est un grand film d'horreur parce qu'il parle d'un contexte familial tordu, il te traite la famille pour de vrai, sans distance, sans rigoler, pas pour faire plaisir à un critique, il te fait les pires choses aux personnages, et tu sors, tu dors pas pendant une semaine. Midsommar, pareil, on peut faire tous les trucs en disant Midsommar, c'est Wickerman repris, c'est ceci, c'est cela, n'empêche qu'il l'a remis à sa sauce, n'empêche qu'il l'a mis dans une espèce de féminisme militant d'aujourd'hui, avec ce que ça peut avoir de dévorant, de triomphant, de primal aussi, parce que ça ramène à avant le monothéisme. Et ça, moi j'aime beaucoup ce type-là, je sais pas son nom, d'ailleurs le type qui a fait Hereditary et It Follows. Ari Aster, ah bah lui je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait des choses pour de vrai. Ah, The Witch il est bien. Voilà, The Witch, il y avait tout pour que j'aime pas, parce qu'on me l'annonçait exactement comme ça, genre tu vas voir c'est le nouveau truc, en fait il se passe rien et tout, sauf qu'il se passe plein de trucs. Sauf que The Witch c'est pour de vrai. Let us pray. Il y a un tournant dans le film d'horreur, c'est que jusqu'au film de la Hammer, le film d'horreur, c'est un film qui joue avec des légendes, avec du merveilleux, du fantastique. Donc, tu peux sortir du cinéma en disant c'est pas grave si j'ai eu peur parce que la créature de Frankenstein, elle n'existe pas. Au moment où arrive Massacre à la tronçonneuse, on arrive dans le cinéma de faits divers. Depuis Massacre à la tronçonneuse, quand tu sors d'un film d'horreur, tu te dis le monstre est peut-être dans le parking. Il y en a un qui était formidable. Alors tout le monde a défoncé ce film, moi je l'ai adoré pour dire que j'ai pas peur de me salir les mains. C'est Hostel. Il existe en Europe, parce qu'on a peur de l'Europe, parce qu'on est américain, des gens qui kidnappent des touristes et ils font monter les enchères sur téléphone portable pour savoir qui voudra les massacrer. Et pendant tout le début du film, tu crois qu'il y a un serial killer, et après tu découvres que le serial killer, c'est l'économie de marché. Et tu vois, il y a une limite entre des films comme Hostel, qui sont des films, selon moi, porteurs de sens et liés au réel, et à l'inverse, des films comme Saw, qui sont des films d'étalage sadique qui ne m'intéressent pas du tout. Il y a un très beau texte de Stephen King qui s'appelle Anatomie de l'horreur, dans lequel il explique l'éthique de l'écriture d'horreur et du cinéma d'horreur. Il dit c'est très simple,
tant qu'on s'identifie à la victime et qu'on a peur, c'est très bien. Si pendant un instant, on s'identifie au tueur et qu'on est en situation de sadisme, c'est de la saloperie. Chez Hopper, il y a un truc, ce qui est génial chez lui, c'est que j'allais dire, c'est pas beau. C'est filmé presque comme un reportage Gonzo, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont dans ce minibus, ils arrêtent un débile mental sur le bord de la route et ils commencent à leur expliquer l'histoire de la fin de l'industrie des boucheries locales. Et puis tout d'un coup, le mec pique une crise et il prend un couteau et il se coupe la main. Et là, on comprend que ça va pas aller avec ce mec-là. Là, on comprend qu'ils auraient jamais dû être là. Et c'est de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et c'est un film d'une économie, on voit presque rien. Ce qui est marrant, c'est le deuxième Massacre à la tronçonneuse, qui est l'inverse, c'est-à-dire c'est un film comique. Le chef de la famille des massacreurs gagne le prix tous les ans du meilleur hamburger ou du meilleur barbecue de la région. Puis évidemment, c'est parce qu'il met de la chair humaine dedans. Et le frère de Leatherface, c'est un mec qui revient du Vietnam, qui s'est fait blesser au cerveau, donc il a un crochet, et avec son crochet, il gratte la peau et il se bouffe les bouts de peau à cet endroit-là. Et ça se termine en combat de tronçonneuse. De quoi je peux te parler ? Ça, c'est... Alors... Bon, ça j'ai honte. Le Commando des morts vivants, c'est un mauvais film, on va le dire très clairement. Simplement, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu. Et ça m'a terrifié, j'ai pas osé aller au cabinet pendant 15 jours. Il y a des nazis zombies qui sortent de l'eau, il y a Peter Cushing qui est un vieux scientifique allemand qui dit « Nous n'aurions jamais dû faire ça », je vous le recommande pas. Alors, Witchfinder Général, le grand inquisiteur, c'est un film sur le fanatisme. Donc il est vraiment inquisiteur, il va d'une ville à l'autre et il est là pour repérer les sorcières ou pour repérer les gens qui ne sont pas dans la ligne de l'orthodoxie religieuse de l'époque, et il s'occupe de les faire brûler en place publique. C'est un grand rôle de cinéma, et c'est rare qu'il y ait des grands rôles dans ce genre de film. Celui-là est formidable. 7 vampires d'or, voilà, ça c'est quand il commence à déconner à la Hammer. Mais c'est très très drôle. Donc en fait, ils ont décidé de mélanger les films de vampires et les films de kung-fu. Je me souviens plus vraiment de ce que vaut le film, mais les t-shirts sont très bien, des 7 vampires d'or. Ça c'est plus sérieux. Les monstres de chez Universal, donc la fiancée de Frankenstein, pour moi c'est le plus beau. James Whale, c'est un type qui avait à la fois à subir le regard sur son homosexualité et qui a eu à subir la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les tranchées. Et en fait, tout son cinéma raconte ça. Il raconte d'un côté les blessures physiques et de l'autre côté les blessures morales et sociales quand on est mis de côté parce qu'on est ou le savant ou la créature ou ceci ou cela. Ce sont des films d'une beauté plastique inégalée et La fiancée de Frankenstein, c'est le plus beau. Ah bah tiens, je peux te parler de plein de gens que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement c'est la famille là. Brian Yuzna, je suis trop fan. C'est le seul qui a vraiment tenté d'adapter du Lovecraft. Donc Reanimator, c'est du vrai Lovecraft. How do you feel? Ils ont fait un film qui s'appelle From Beyond, qui est aussi un truc de Lovecraft, où on raconte aux gens qu'ils ont une glande là qui permet d'aller dans l'autre monde, mais enfin après on devient un ver de terre. Mon préféré de lui, qui est dégueulasse, hein, surtout à montrer aux ados, comme ça ils dorment plus et comme ça ils savent que leurs parents leur mentent depuis toujours, Society. Alors Society, vous découvrez que vos parents ne sont pas vos parents, que vos parents font partie d'une espèce de loge d'extraterrestres qui sont là, enfin même pas extraterrestres, ils sont là depuis toujours, et ils bouffent les pauvres êtres humains. Et vous êtes un pauvre être humain, et en fait vous pensez qu'ils vous aiment et tout, mais ils vous élèvent pour un jour vous manger dans une espèce d'orgie où tous les riches de la ville vont se fondre les uns dans les autres, et vous, ils vont vous sucer littéralement et ils vont vous bouffer, et les méchants sont vos parents. Je vous recommande ce film, comme ça vous détesterez vos parents pour une bonne raison. Et alors ensuite, si vous avez peur d'aller chez le dentiste, vous allez voir Dentist de Brian Yuzna. Donc c'est filmé comme un porno des années 70, c'est-à-dire ultra détaillé, énorme lumière et tout. Et c'est un dentiste super propre, c'est sa femme super propre, dans leur villa californienne. Elle est au soleil, il s'apprête à aller au travail, le jardinier est là. Et soudain, il a un éblouissement et il a l'impression que sa femme suce le jardinier. C'est faux, hein. Mais par contre, il y va et il lui casse toutes les dents. Et ensuite, il arrive dans son cabinet de dentiste et le premier client est un petit enfant de 6 ans qui attend. Et ben, il va lui défoncer toutes les dents. C'est un film de fou. Tout le film, c'est ce dentiste qui défonce les dents de tous ses clients, et c'est filmé de près parce qu'ils ont fait des maquettes de dents comme ça. Moi je m'en suis parmi, j'ai super peur des dentistes. Clive Barker, je l'aime beaucoup. C'est un très mauvais scénariste, il loupe ses films. Moi mon film préféré c'est Cabal de Clive Barker, qui raconte
une ville de monstres souterraine. You'll come back now, you hear? They're not even human. C'était loupé la première fois que je l'ai vu, et c'était loupé à chaque fois que je l'ai revu. Mais les monstres sont géniaux, les maquillages sont géniaux. C'est pareil, Hellraiser, c'est loupé, mais tu t'en souviens toute la vie. Oh, no tears, please. Il y a le rayon cinéma d'horreur français. Non, là, tu vas dans ma zone de militantisme. Il y a une espèce de bienveillance paternaliste face aux rares Français qui ont le courage de faire de l'horreur ou du fantastique. Et évidemment, comme ça fait jamais les entrées qu'on voudrait, tout le monde dit « Ah oui, bon, bah, on l'a un peu aidé, mais vous comprenez, on n'y arrive pas. » Or, en fait, il y a une vraie volonté que ça n'existe pas en France. Le rythme de notre cinéma, depuis le plan Marshall, s'est fait au rythme de Hollywood, que ce soit les grands films et les petits films de Hollywood. Et le marché, c'était un peu le suivant. On avait l'aide des Américains après-guerre, et en échange, ils nous imposaient leurs produits culturels, et tant mieux parce qu'il y avait des choses formidables. Nos films européens trouvaient leur place au milieu, donc ça dérangeait personne quand on était d'une certaine façon dans les films de la vraie vie. La nouvelle vague s'est tellement bien exportée aux États-Unis parce qu'elle était exactement là où on voulait que soit le cinéma européen. À chaque fois que les Européens ont tenté de faire un cinéma pour enfants, de faire un cinéma de genre, c'est-à-dire d'horreur, ou de faire un cinéma mythologique, on nous a toujours cassé les pattes. Et on a toujours contribué avec une espèce de masochisme au cassage de nos propres pattes. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, les films américains n'arrivent plus chez nous pour cause d'épidémies. Il y a un boulevard pour qu'on se reprenne en main et pour qu'on dise, attendez, peut-être que chez eux, la salle est morte, mais chez nous, non. Chez nous, il y a un maillage qui fait que les gens ont encore envie d'aller en salle. Et peut-être qu'on pourrait se mettre à produire des grands films spectaculaires ou des films d'horreur. Maintenant, moi, je suis assez pessimiste parce que entre se remettre en question et disparaître, il y a beaucoup d'industries qui choisissent de disparaître. Ah, mais non, mais ça c'est un chef-d'œuvre. Frankenstein Junior de Mel Brooks. Vous savez, moi je suis fan absolu de Mel Brooks. Dr. Frankenstein. Yes. C'est un des premiers films surnaturels que j'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais tout petit. Il fait de la parodie, mais il se moque pas du monde. C'est-à-dire que chaque plan est aussi beau que chez James Whale. Tout est crédible, même les conneries sont crédibles. Ça pour moi c'est le plus grand réalisateur actuel. Parce que c'est le plus proche de l'époque, c'est le plus absurde et c'est celui qui désingue tout. I am in a nest of Jews. Il te met dans un cinéma qui met tout en question. C'est pas loin du film d'horreur quand même, Borat, par moment, parce que tu le regardes en rigolant, mais enfin, c'est exactement le même moteur qui crée le rire et la terreur. La séquence dans Borat où il va chez deux pauvres petits vieux et il se met à sortir des billets en leur mettant sous la porte en disant « Petits juifs, venez chercher votre argent ». J'ai pas du tout vu tous les films de la Hammer, j'en voyais énormément en VHS quand j'étais jeune adulte. Le grand réalisateur de la Hammer, c'est Terence Fisher. L'originalité de la Hammer, c'est qu'ils existent toujours, qui appartient maintenant à Studio Canal, figurez-vous. Alors après, pour pas se mentir, je regarde tout autant les affiches que les films. Ils ont eu les meilleurs peintres et les meilleurs affichistes du monde. C'est une chose très importante, le vidéoclub, parce que c'est une culture du matériau cinématographique. C'est une culture où on loue 3, 4, 5 films pour le week-end et où on se fait quelque chose de très impur. Et moi, il y a eu, vraiment, j'ai marché avec deux pieds. D'un côté ça, et de l'autre côté, le ciné-club de Nice, où je me rendais, et les émissions type Cinéma de minuit, ou même plus mainstream, La Dernière Séance. Mais on avait le sentiment d'arriver après l'âge d'or de beaucoup de cinéma qui nous plaisait beaucoup, et d'avoir des choses à rattraper.